Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Et ce soir, pour nous accompagner, Rivo Rakoto-Njavelo, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le secrétaire départemental du SNIPP et vous êtes là pour justement parler de cette suspension de la grève, une grève qui dure depuis maintenant plusieurs semaines et qui a causé de nombreuses conséquences, on va dire, on en parlera tout à l'heure avec vous également, Rivo. Avec nous sur le plateau également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre, qu'on retrouvera évidemment tout à l'heure pour nous parler de cette campagne de sensibilisation en faveur de la jeunesse face au risque de la télévision. Pierre, on le retrouvera tout à l'heure à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 17 janvier. L'épisode de sécheresse se poursuit dans la zone ouest de l'océan Indien. Météo France vient donc de faire un point global de la situation, afin notamment d'expliquer à la population les raisons d'une telle sécheresse, mais également d'annoncer les prévisions pour les semaines à venir. Et pour l'heure, il n'est pas encore temps de se réjouir. Explication. La consommation des ménages, selon une enquête de l'INSEE, en 2013, elle représentait plus de la moitié du produit intérieur brut à Mayotte. Depuis ce jour et jusqu'au 25 février prochain, l'Institut lance une nouvelle étude intitulée « Budget des ménages mahorais ». L'occasion d'en savoir plus sur les dépenses et les recettes des familles du département, outil indispensable pour envisager la croissance économique d'un territoire. Depuis 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tente de protéger les enfants de moins de 3 ans face aux effets néfastes de la télévision. Violence, érotisme, pornographie, pression publicitaire, passivité à l'heure où le besoin d'éveil est criant. Chaque année, une campagne est lancée sur l'ensemble du territoire national afin de prévenir des dangers encourus par les plus petits. Le point à la fin de votre journal. Et cela fait désormais près d'un mois que la population du Sud souffre de coupures d'eau régulières. La faute à une saison des pluies qui tarde à arriver dans le sud-ouest de l'océan Indien. Mayotte n'est donc pas la seule à être impactée par ce phénomène de sécheresse. Du côté de Météo France, aucune amélioration n'est pour l'heure envisagée. En attestent les prévisions sur les 3 prochaines semaines. Des prévisions qui laissent à penser que le calvaire est encore loin d'être terminé pour la population du Sud. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La sécheresse se poursuit dans la zone ouest de l'océan Indien. L'anomalie persiste au niveau de la circulation atmosphérique, même si ce phénomène n'est pas inédit et semble d'ailleurs se produire tous les 15 à 20 ans dans la zone. La Terre, c'est qu'une seule et même sphère, une seule et même bulle de vie. Ce qui arrive à côté et ce qui nous arrive ici, tout est lié. Le fait qu'il pleuve beaucoup trop en ce moment en Australie et le fait qu'il pleuve beaucoup moins en ce moment sur le canal du Mozambique, c'est lié. C'est lié à la même cause. La dernière fois qu'on a eu une situation aussi extrême, c'était dans les années 90-95, où on a eu aussi ce fameux dipôle de l'océan Indien. Alors c'est un terme un peu technique, mais c'est une mécanique de grande échelle qui fait qu'on manque de pluie actuellement. Et donc depuis, ça fait une fois tous les 15-20 ans. Voilà. Mayotte n'est donc pas la seule à subir ce phénomène de sécheresse, puisque si la Réunion n'est pas encore soumise au manque d'eau, elle est également impactée. Une situation qui, au regard des prévisions sur les prochaines semaines, a qui plus est de quoi inquiéter. Depuis le début de la saison des pluies, c'est-à-dire depuis le 1er novembre, il manque en gros entre 50% et un petit peu plus de 60% des pluies qu'on a d'habitude. Donc on est en déficit pluviométrique. La saison des pluies n'arrive pas. Au niveau de la machine de cyclonique, au niveau de la naissance des cyclones, qu'on appelle la cyclogénèse, on n'en attend pas de significative, en tout cas en dessous de la normale, pour les quelques semaines et les quelques mois qui viennent. Au niveau de la sécheresse à Mayotte, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Il arrivait à son maximum en fin d'année dernière et là il arrive en s'essoufflant. On attend la saison des pluies. Pour l'instant, jusqu'à début février, on ne la voit pas arriver. Mère Nature risque donc de continuer ses caprices encore plusieurs semaines, creusant ainsi un peu plus les réserves en eau du département. Et face à cette situation et au tour d'eau mise en place depuis près d'un mois, la question de la 3e retenue collinaire refait plus que jamais surface. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le président du SDAJ, Ibrahim Bouanaïri. Et si ce dernier en a profité pour annoncer sa candidature au sein du MDM en vue des élections législatives de 2017, il est avant tout revenu sur le manque d'anticipation des autorités face à la situation actuelle. En effet, depuis 2011, un rapport avait pourtant prévenu que si rien n'était fait, des pénuries seraient inévitables. Écoutons plutôt ses propos lors de la matinale de Kwesi. Moi, je toujours dit que cette situation
permettrait ou bien permet à la population de prendre connaissance d'un document stratégique qui existait et qui aurait pu, si tout le monde avait pris la mesure de tout ce qui a été de passer outre cette situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que vous nous dites quoi? Vous nous dites que vous aviez déjà à l'époque alerté les autorités au travers d'un document que cette situation pouvait arriver et allait arriver? C'est ce qui était dit, tout le monde le savait, que s'il n'y avait pas la troisième retenue collinaire en 2017, il y allait y avoir des coupures. Ça, c'est ce qu'on a répété, on l'a dit depuis... Ça, vous le disiez depuis 2011. Ouais. Depuis 2011, moi je suis président du comité de bassin depuis 2011, mais le SDAGE existe depuis 2009 et le premier SDAGE de 2009 disait déjà, présageait déjà cette situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi je suis là pour dire, quand on a un document, quand on a écrit, arrêtons de fermer les documents et de faire n'importe quoi. Et on continue avec ce nouveau mouvement de grève entamé ce matin du côté de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. En réponse à un appel national, une cinquantaine d'agents s'est ainsi retrouvée dans les rues du chef-lieu. Principale revendication des grévistes, le gel des salaires qui dure depuis 2011. Les négociations étaient ainsi prévues à Paris, mais le mouvement n'étant pas illimité, les agents de la CSSM reprendront le travail dès demain en attendant de connaître les éventuelles avancées obtenues. Le point dans ce sujet signé à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vinet. Nouveau mouvement de grève à Mayotte, mais cette fois du côté de la Caisse de sécurité sociale. Ce matin, les agents se sont retrouvés place de la République en soutien à un appel lancé au niveau national. Écoutez, c'est un mouvement de grève à l'appel de Force ouvrière et de la CGT au niveau national. Donc aujourd'hui, nos revendications se portent essentiellement sur l'augmentation de la valeur du point d'indice. Vous savez très bien que la valeur du point d'indice a été gelée depuis 2010 et qu'il va falloir que le gouvernement accepte d'augmenter cette valeur du point afin qu'on retrouve la sérénité et la paix sociale dans toutes les caisses, aussi bien à Mayotte qu'en métropole. Et donc aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes en mouvement de grève, nous répondons à l'appel national. La question des salaires est au cœur de ce nouveau conflit. Mais cette fois, la problématique n'est pas propre au département. Les négociations se tenaient donc au niveau national et les agents du département attendent désormais les retours de la part de leurs représentants syndicaux. Nos organisations syndicales nationales sont en négociation avec l'employeur. Nous sommes régis par une convention collective et dans cet article 20 de la convention collective, les employeurs et les organisations syndicales se retrouvent chaque année pour réévaluer et négocier la rémunération. C'est-à-dire qu'ils étaient en négociation en novembre, en décembre, ça n'a pas abouti. Donc ils reviennent sur la table des négociations sur le salaire qui va s'appliquer dans toutes les caisses de sécurité sociale de Mayotte. À la suite de cette journée de négociation, nous attendrons les comptes rendus qui viendra du national et par la suite nous aviserons de la suite du mouvement. Mais c'est une grève d'une journée, ce n'est pas une grève illimitée. Le travail va reprendre dès demain, même si en cas d'échec des négociations, la possibilité d'un mouvement illimité n'est pas à exclure, en France métropolitaine comme à Mayotte. Et on parle toujours de grève, une autre grève suspendue, celle des enseignants du premier degré avec Rivo qui va nous en parler. Rivo Rakotonjavelo qui est secrétaire départemental du SNUIPP. Alors Rivo, cette grève qui dure maintenant depuis plusieurs semaines est suspendue. Plusieurs semaines, quand on compte bien, c'est 6 semaines de grève depuis le 8 novembre, effectif. C'est suspendu suite à il y a eu une réunion vendredi dernier, le vendredi 13, au ministère de l'Éducation nationale. On s'était accordé de rédiger un document et sur quelques éléments d'accord, tout en sachant que la principale revendication, la reprise en compte de l'ancienneté générale de service est toujours refusée par le ministère de l'Éducation nationale. Des avancées ont quand même été obtenues. Alors, en contrepartie, on nous a surtout parlé, le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus d'instituteurs de la fonction publique de l'État recruté à Mayotte d'ici 2020, c'est quand même 22, c'est quand même important. Il s'est aussi engagé à faire en sorte à ce que
à mettre en place les formations nécessaires pour les instituteurs contractuels afin qu'ils puissent se titulariser par voie de concours dans les corps des professeurs des écoles. Et surtout, c'est le plus important pour nous, je pense, c'est un dispositif qu'on va mettre en place pour les anciens instituteurs de la CDM, afin qu'ils puissent accéder à la hors classe, la deuxième classe, un autre grade supérieur des professeurs des écoles. Donc, ils devraient y accéder avant leur départ à la retraite. Alors, 6 semaines de grève où les enseignants n'ont pas donné de cours aux élèves. Rivaux, aujourd'hui, on a beaucoup décrié ce mouvement. Qu'avez-vous à dire à la population? Qu'avez-vous à dire à ces parents qui aujourd'hui déplorent ces retards pris par leurs enfants? De toute façon, nous, on savait très bien que ça allait grincer, de prendre une décision de comment bloquer les écoles. J'allais vous dire aussi que ça aurait dû intervenir depuis très longtemps. Je pense que ces réactions-là ont aidé, ont poussé quand même l'administration, le ministère, à ouvrir les discussions avec nous. Parce que je vous rappelle, depuis le 8 novembre jusqu'au départ des vacances, le 9 décembre, il n'y a pas eu de discussion avec nous, d'accord? Et alors que si ces genres de discussions avaient été ouverts, déjà engagés, peut-être on n'aurait pas duré plus de 5 semaines en grève. Donc voilà, c'est arrivé. Parce que nous sommes à l'initiative, notre responsabilité, mais chacun devra assumer aussi les leurs, et notamment le ministère de l'Éducation nationale qui a voulu attendre 6 semaines pour discuter. Alors justement, la grève est suspendue. Est-ce que les cours vont reprendre demain? Rivaux, les enseignants seront à nouveau dans les salles de classe? En tout état de cause, le mouvement est suspendu aujourd'hui. Dès demain, les collègues seront dans les écoles, on va dire. Alors le mouvement est suspendu, mais pas terminé. Pas terminé, parce que de toute façon, dans le document qui a été engagé, on parle aussi des rythmes scolaires, on parle de REP+, on parle de la formation. La vice-rectrice devra engager des travaux avec nous, notamment pour faire le bilan des rythmes scolaires avant la fin du mois de janvier. Un travail sur la carrière des collègues anciens instituteurs de la CDM doit intervenir avant la fin du mois de janvier. Et on fera de toute façon un bilan de tout ça d'ici la mi-février et on avisera. Donc vous envisagez de reprendre le mouvement dans le cas où Non, on n'a pas envisagé, on ne parle pas de reprendre. On s'est engagé à ouvrir, on a accordé l'ouverture du dialogue, on va dialoguer et on fera le bilan le moment venu. Mais je pense que tout le monde a aujourd'hui intérêt à exécuter, on va dire, à mettre en œuvre ce qui a été acté et validé par le ministère de l'Éducation nationale et le SNUPP. Merci beaucoup Rivaux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Les cours reprendront donc demain pour les jeunes élèves du premier degré. Merci beaucoup. Une question maintenant, quelles sont les habitudes de consommation des familles à Mayotte? L'INSEE va tenter d'y répondre en lançant à partir de demain une phase de test en vue d'une enquête. Jusqu'au 25 février, en effet, 300 ménages seront sondés pour savoir comment ils gèrent leur budget, mais également quels sont les principaux postes de consommation au sein du 101e département. Un test qui déterminera le dispositif de l'enquête sur le budget des familles prévu pour le mois d'octobre prochain. Les explications avec Sony Chamsuddin et Adèle Laurent. Quel est le montant de vos revenus? Comment gérez-vous votre budget? Où réalisez-vous vos achats? Voilà des questions auxquelles 300 ménages mahorais seront amenés à répondre. Dans le cadre de la future enquête sur le budget des familles, l'INSEE lancera une test pilote dès ce jeudi. Objectif, mesurer les revenus de la population de l'île et leur choix de consommation. Ça sert déjà à savoir qu'est-ce qu'on consomme et sur quoi on doit asseoir les politiques publiques. Oui. Typiquement, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, savoir ce qu'on consomme, c'est quand même fondamental, avant de savoir sur quels produits on interagit. Après, de manière assez naturelle, c'est une enquête assez structurelle qui permet de bien mesurer tous les points de l'économie, de calculer, d'être plus fin dans la comptabilité nationale. Donc l'utilisation de cette enquête, elle est à multifacettes. L'enquête a pour l'objectif de mesurer ces différentes habitudes, et c'est important parce que du coup, ça nous permettra de voir dans quelle manière cet enrichissement de la population profite ou pas au territoire. À Mayotte, la consommation représente la moitié de la richesse.
Un résultat qui s'explique par le faible développement du secteur productif au sein du territoire. Entre 2005 et 2011, 7% des dépenses de consommation hors inflation ont été enregistrées chaque année. Du côté des riverains interrogés, des priorités dans les dépenses sont clairement affichées. Sur les alimentations, mais après aussi sur les factures. Je l'oriente plutôt vers l'alimentaire, j'achète rien d'autre que faire les courses pour la maison, et puis voilà. Principalement dans la nourriture, à ce moment dans l'eau en particulier, puisque on n'a pas une bonne eau au sud. Donc c'est principalement dans la nourriture, l'essence, les déplacements, généralement. On est en temps de crise, hein, bien entendu. C'est le porte-monnaie est quasiment au milieu, quoi, il est vide. Donc on fait attention, le pouvoir d'achat est bas, on connaît la situation économique du pays, donc on fait attention. A noter également qu'en 2011, toujours selon une étude de l'INSEE, 84% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté, avec 384 € par mois. Revenu s'avérant insuffisant au vu de la cherté de la vie dans le 101e département. Le résultat final de l'enquête est prévu pour octobre 2018. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 17 janvier. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les choses continuent de bouger dans le ciel régional. Mardi prochain, la compagnie Corsair tiendra ainsi une conférence de presse afin de faire de nouvelles annonces concernant son développement dans la région. De son côté, la compagnie comorienne Interrail peut enfin assurer la liaison Mayotte-Moroni-La Réunion via son Airbus A320. Mais alors que cette dernière est en passe de réussir son pari, elle devrait voir la concurrence s'accroître suite à la renaissance annoncée de la compagnie Comore Aviation International. En 2012, elle avait dû mettre la clé sous la porte suite à un scandale financier. Dirigée par Jean-Marc Haynes, désormais directeur général de l'aviation civile aux Comores, elle desservait l'île aux Lagons et ambitionnait à l'époque de devenir partie prenante dans le ciel régional. Selon plusieurs sources, le projet est en passe de reprendre son envol. Reste maintenant à convaincre l'opinion publique qui ne semble pas favorable à ce retour. En effet, lors de sa disparition, la compagnie devait des sommes faramineuses à l'État comorien, dans un pays où les fonds publics sont loin d'être illimités. La gendarmerie nationale tente d'attirer de nouvelles recrues à Mayotte. Pour ce faire, cela fait plusieurs jours qu'une opération a été lancée sur les réseaux sociaux. Elle présente les militaires opérant à Mayotte tout en mettant en avant les conditions de travail, que ce soit sur mer avec la lutte contre l'immigration clandestine, comme sur terre, avec des missions de maintien de l'ordre ou de sécurité routière, de surveillance en hélicoptère ou encore d'intervention des gendarmes mobiles. La campagne s'appuie sur de courtes vidéos et des reportages qui ne cachent pas les difficultés, tout en mettant en avant les beaux visages de l'île aux Lagons. Avec ce type d'opération, la gendarmerie nationale espère pouvoir faire venir de nouvelles recrues venues des différents territoires de France, même si l'objectif premier est aussi et surtout de susciter des vocations chez les jeunes Mahorais. En effet, l'île a besoin de former sa jeunesse afin qu'elle occupe les postes à pourvoir dans un département où le chômage bat des records. Le parc naturel marin de Mayotte va prendre une place au sein de l'Agence française pour la biodiversité. Boiry Bichara-Payette, la présidente du parc, également conseillère départementale de Dembéni, a été désignée pour siéger au conseil d'administration, dont la première réunion aura lieu ce vendredi 19 janvier. Boiry Bichara portera à la fois la voix des aires marines protégées et celle de l'outre-mer, puisqu'elle va faire partie des 6 personnalités représentant l'outre-mer dans le conseil d'administration de l'AFB, seul représentant des 8 parcs naturels marins français dans le collège des gestionnaires d'espaces naturels. Elle a annoncé avoir à cœur de mettre en avant les enjeux liés à la mer et de porter la voix de ses usagers au sein du conseil d'administration. Néanmoins, malgré cette bonne nouvelle, plusieurs voix se sont élevées en regrettant qu'aucun bureau d'envergure n'ait été créé à Mayotte ou à La Réunion. Et on termine avec ce dispositif destiné à protéger le jeune public face à la télévision, à savoir notamment ces 2 campagnes de sensibilisation organisées chaque année par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La première relative à la signalétique jeunesse et dont la diffusion sur les écrans était obligatoire du 20 novembre au 10 décembre dernier a laissé place à celle sur la protection des enfants de moins de 3 ans. Une seconde campagne qui se tiendra du 16 au 18 février prochain. Objectif, sensibiliser le public aux multiples risques liés à l'exposition des jeunes enfants
enfants à la télévision. L'occasion pour nous de faire le point sur ces risques en question et sur les conseils promulgués par le CSA. Les précisions avec Adèle Laurent. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté en 2008 une délibération visant à protéger les enfants de moins de 3 ans des effets de la télévision. En effet, avant 3 ans, l'enfant se construit en agissant sur le monde. La télévision risque de l'enfermer dans un statut de spectateur à un moment où il doit apprendre à devenir acteur du monde qui l'entoure. La violence, l'érotisme, la pornographie présents dans certains programmes, ainsi que la pression publicitaire font partie des préoccupations du CSA et à raison. Difficulté à s'endormir, cauchemars, angoisse, banalisation de la violence, agressivité, les conséquences peuvent être multiples mais ne sont pas toujours visibles. Et ce problème ne concerne pas que les enfants de moins de 3 ans, mais toute personne mineure. Elle peut être un danger et c'est avéré ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas ici, mais les images, raison pour laquelle le CSA, avec une légende très précise pour justement attirer l'attention des plus jeunes d'entre nous, pour éviter que ces enfants-là soient exposés à ces dangers-là par rapport au programme selon l'âge qu'on a. Et donc, nous, on n'est pas en reste puisque notre mission, c'est même la mission principale du département, c'est la protection de l'enfance, le social d'une manière générale et la protection de l'enfance singulièrement. Ça fait partie de ces choses qui font qu'on a ce devoir de rappeler, et notamment à l'adresse des parents, pour qu'on fasse attention, pour que les enfants ne soient pas exposés à des images violentes, à des scènes, j'allais dire, qui sont réservées à un public adulte. Et Kwezi Télévision, comme d'autres chaînes télévisées, a ce souci de censurer les images non adaptées au jeune public dans ses programmes et notamment dans les clips diffusés. En effet, ceux-ci sont pour la plupart proposés par des jeunes et une attention particulière est prêtée à ces productions réalisées. On va visionner avec eux leurs clips, on va regarder et surtout leur expliquer en quoi on les regarde et surtout qu'est-ce qu'on regarde. On regarde si effectivement il n'y a pas des messages violents, s'il n'y a pas d'images sexuelles dedans, s'il n'y a pas également tout ce qui est lié à l'alcool, à la drogue, etc. En fait, tout ce qui pourrait être incitatif en fait, à de mauvaises choses, puisque c'est réprimandable et surtout, en tant que diffuseur, on a une responsabilité. Mais nous, on a aussi une responsabilité d'informer les jeunes, donc on prend le temps nécessaire pour pouvoir aussi échanger avec eux. Et pour accompagner les enfants dans leur usage des médias audiovisuels, quelques conseils sont à suivre. Pas d'écran avant 3 ans, avant 8 ans, seulement des programmes pour enfants. Limiter le temps devant l'écran, respecter les signalétiques pour enfants et adolescents et installer un dialogue pour les aider à développer leur esprit critique. Et ce dernier conseil est valable à tout âge. Alors Pierre, on l'a vu, cette campagne qui justement aujourd'hui s'applique également à Mayotte, une campagne pour protéger les jeunes face aux dangers, aux risques de la télévision. Oui, effectivement. Alors, c'est une campagne pour 0-3 ans, bon, bien entendu pour les parents. Elle s'adresse vraiment aux parents pour sensibiliser, pour expliquer qu'effectivement, la télé, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, lorsqu'il n'y a pas de parents, et bien, parfois, il y a des contenus qui ne sont pas du tout appropriés aux enfants. Alors, à 0 à 3 ans, pourquoi ? C'est bien dit dans le reportage, parce que les enfants ont besoin d'être actifs et non pas passifs. Or, effectivement, devant la télévision, on est assis et on regarde. On se laisse porter et ces enfants ont besoin d'un éveil et cet éveil il passe justement par le jeu, par découvrir et voilà, par bouger, par avoir de l'activité. Donc c'est important, mais c'est aussi important effectivement à tout âge parce que on le voit de plus en plus dans les télévisions, dans les clips notamment. Il y a la violence qui prend de plus en plus de place. On voit que il y a beaucoup d'argent qui circule. Les demoiselles sont de moins en moins habillées dans les clips, notamment dans les clips américains. Voilà, donc il y a toutes ces choses et on a accès de plus en plus jeune aussi à la télé maintenant. Les jeunes regardent la télé à des âges très avancés et on le voit, il y a beaucoup aussi de contenus qui sont liés notamment à la télé-réalité qui ne sont pas forcément adaptés. Donc
c'est vrai que c'est important, le CSA le fait, a lancé cette campagne pour prévenir à tout âge. Et puis il y a quelque chose qui est assez étonnant, qu'on relève assez rarement, mais qui pourtant nous touche tout particulièrement en Outre-mer, c'est le fait que, vous savez, il y a le moins de 16 ans, il y a le moins de 18 ans, il y a le moins de 12 ans, et certains films qui sont interdits au moins de 16 ans en métropole le sont au moins de 12 ans ici, notamment à Mayotte ou à La Réunion. C'est lié à quoi? C'est assez surprenant. Écoutez, on n'a pas forcément d'explication. Voilà, le CSA est le seul juge, il faut le dire, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est lui qui décide de ce qui est approprié aux populations. Mais c'est assez étonnant, c'est vrai que d'un territoire à un autre, on parle souvent de continuité territoriale, il se trouve que justement au niveau des interdictions, en tout cas c'est plus des conseils que des interdictions, on ne peut pas empêcher de regarder. Il se trouve qu'il y a des différences entre certains territoires. Une campagne importante, surtout que se pose aussi la question de tous ces enfants qui ont accès très jeunes à des tablettes sur Internet et qui, là, aujourd'hui, ne passent pas par les Oui, c'est au-delà de la télévision. C'est vrai que c'est un problème qui est un peu plus global parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, avec notamment les smartphones et cet accès partout, tout le temps, et ces écrans qui envahissent, il y a eu énormément de livres et d'ouvrages sur le règne de l'écranosphère, le fait que nous soyons sans cesse entourés d'écrans. Alors à Mayotte, c'est un peu moins le cas, mais ça le devient de plus en plus. On le voit, ces panneaux partout, ces grandes affiches, ces publicités, c'est de plus en plus présent. En métropole, c'est absolument effrayant puisque c'est vrai que maintenant il y a des écrans partout et on a une génération qui est habituée à ça, mais on n'a pas forcément prévenu les risques, on n'a pas forcément anticipé les risques. Et effectivement, le CSA, depuis 2008, a lancé cette campagne pour les 0-3 ans, mais c'est pas uniquement à cette catégorie d'âge qu'il faut s'adresser, c'est vraiment à toutes les catégories d'âge parce qu'on trouve un peu de tout, notamment maintenant avec le câble, avec ces centaines de chaînes, et puis également on trouve de tout sur l'internet, et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire beaucoup de prévention, et notamment aussi à Mayotte. C'est pour ça qu'Issa Abdou, qui est en charge forcément de l'enfance, en tout cas de la protection de l'enfance, est intervenu, et ils prennent vraiment le sujet très à cœur. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions, et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5 en rediffusion et également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau dès 6h30 Rivo Rakotonjadelo, secrétaire départemental du SNUPP, qui viendra parler de cette grève suspendue. À 7h, ce sera au tour de Sarah Moussoun qui, elle, viendra évoquer ce comité en faveur de Valls pour la présidentielle. Et enfin, à 7h30, la parole sera donnée à Soifoudine Abdourazak du collectif Non aux impôts trop chers. Il viendra évoquer ce rassemblement prévu le 18 février prochain. Bonne soirée à vous sur KTV et rendez-vous demain 19h pour une nouvelle édition du journal.